Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. La Chine a réalisé une émission obligataire en euros à Paris pendant la récente visite du président français Emmanuel Macron en Chine. Une première depuis 15 ans et c'est une émission obligataire d'un montant de 4 milliards d'euros. Et cette émission a ensuite suscité un grand intérêt sur le marché. Pourquoi cette émission et quelle est la place de la coopération financière dans la relation économique entre la Chine et la France? Et parlant de la relation économique, la balance commerciale reste-t-elle encore un critère de mesure fiable dans une économie mondialisée? Aujourd'hui, nous allons discuter de tout cela avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et M. Lin Hua, vous êtes directeur académique de Schema Chine. Bienvenue sur notre plateau. Alors, je voudrais commencer par M. Ding Yifan. Pourquoi cette émission et qu'est-ce qu'il s'agit exactement? En fait, il s'agit de lancer des emprunts d'État. En fait. C'est le ministère des Finances chinois qui a lancé cet emprunt sur le marché des capitaux à Paris. Cela a des significations assez importantes, en ce sens que finalement, sur le marché des capitaux internationaux, il y a toujours des doutes. Il y a toujours des doutes sur la valeur des monnaies en question. L'euro était mise en question par la crise des dettes souveraines à partir de 2010, qui a hanté le marché européen pendant un certain nombre de temps. Il y a aussi des doutes sur la valeur du dollar, vu le niveau d'endettement du gouvernement fédéral américain, etc., etc. Mais dans ce cas-là, l'émission de bons de trésor chinois en euros, dénommés en euros, sur le marché des capitaux de Paris, montre que finalement le gouvernement chinois a une certaine confiance, ou une grande confiance en euros. C'est un symbole de soutien de cette monnaie. Et évidemment, mais au retour, nous avons été récompensés par un taux d'intérêt vraiment très bas. Mais par rapport au taux négatif, c'est quand même assez élevé, donc ça suscite des intérêts sur le marché. Ah, oui, évidemment. Oui, le taux négatif, ou le taux nominatif négatif de l'euro, c'est l'affaire de la Banque centrale européenne. Ça ne concerne pas le taux du marché de capitaux. Sur le taux du marché de capitaux, il n'y a que le bon de trésor allemand qui a vu son taux baisser jusqu'au niveau négatif, mais tout cela est un peu dérisoire. Pourquoi Paris, selon vous, et cette fois cette émission survient aussi pendant la visite du président français en Chine? Donc vous travaillez beaucoup sur la relation économique entre les deux pays. Comment comprenez-vous ce geste? Je pense que Paris n'est pas seulement une ville romantique et tournée vers le tourisme. Paris, c'est aussi une grande place financière. Et notamment avec l'incertitude de Brexit, beaucoup de professionnels du marché tournent leur regard vers Paris. Donc je pense que Paris, c'est quand même une place financière mondiale et ça va encore revertir d'importance avec le futur Brexit. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi Londres. Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi des émissions à Londres? Non, à Londres, ça dépend, parce que c'est à Londres que le gouvernement chinois avait émis des emprunts en renminbi, donc en monnaie chinoise. Londres veut devenir, Londres a la prétention de devenir le plus grand marché offshore de la monnaie chinoise, du yuan chinois dans le monde. Donc c'est pour ça que nous avons aidé Londres à émettre des emprunts en yuan chinois, donc en monnaie chinoise. Tandis qu'à Paris, Paris n'est pas seulement la capitale de France, Paris est aussi la capitale financière européenne. Paris est le siège de la bourse pan-européenne, c'est-à-dire que les autres bourses sont connectées sur Paris
Et Amsterdam, Milan, Rome, etc. Toutes les grandes capitales européennes sont connectées à Paris. Le siège de cette bourse panaméricaine est à Paris. Donc, Paris a concentré les capitaux de tous les pays européens. Donc on a vu aussi, en retour, on voit que le Crédit Agricole a reçu aussi de la part de la Chine pour émettre des bons d'amour, ça veut dire des obligations placées par des émetteurs étrangers sur le marché interbancaire chinois. Et c'est une première pour une grosse banque européenne. Donc est-ce que cela est aussi un signe d'une plus grande ouverture du marché chinois? Certainement. Les institutions financières européennes bénéficient de l'ouverture récente du marché chinois financier. Il n'y a pas que ça, il n'y a que des assurances. De plus en plus, les assurances européennes bénéficient d'accès au marché chinois, parce que le marché chinois est en train de devenir le plus grand marché d'assurance, le plus grand marché financier, etc. Ils aiment ça, et parce que depuis longtemps, le marché financier, le marché capitaux, était complètement fermé. Nous avons procédé à une ouverture progressive de notre marché de capitaux. Donc petit à petit, les institutions dites qualifiées, donc examinées par le ministère des Finances, etc., sont permis d'entrer en Chine, mais avec un montant limité d'opérations tous les jours, etc., ce qui, pour limiter des actions spéculatives très importantes. En fait, on voit qu'aujourd'hui, le marché chinois de finances s'ouvre davantage et puis il y a plus de coopération financière entre les deux pays. Alors, quelle est la place de la coopération financière aujourd'hui dans la relation économique entre les deux pays selon vous? Je pense qu'en Chine, il y a beaucoup de liquidités, d'une part, et d'autre part, le marché chinois financier, il vient de s'ouvrir davantage avec une certaine forme entre guillemets, de dérégularisation. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre dans la coopération franco-chinoise dans le domaine financier. Et que avec le développement économique de la Chine, avec l'enrichissement de la population, je pense qu'il est à prévoir qu'en français et en chinois, on peut faire encore beaucoup de choses dans le domaine financier en Chine. Alors revenons à la relation économique entre la Chine et la France. On voit que cette année, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la France a atteint 62,9 milliards de dollars, c'est en 2018. Et pensez-vous que c'est le meilleur moment de la relation économique entre les deux pays? Je pense que nos relations économiques et commerciales sont au beau fixe, même si la France n'est que le 4e partenaire de la Chine en Europe. La France derrière, je crois, l'Angleterre et l'Allemagne. Mais par rapport à l'histoire... Par rapport à l'histoire, je vois une certaine progression dans le volume de nos échanges. Mais je pense que vu la place de la France, 5e puissance du monde, elle a sûrement beaucoup à faire en termes d'importation vers la Chine. Et les Chinois aussi, on a aussi beaucoup besoin de la France, puisque c'est pas normal que la France soit 4e partenaire de la Chine en Union européenne. Oui, mais en fait, si vous regardez l'évolution des relations commerciales entre la Chine et la France, elle n'est pas linéaire. Elle a traversé des hauts et des bas, mais parce que c'est dû un peu à la structure du commerce français. Parce que l'économie française est soutenue surtout par quelques grandes entreprises qui ont un niveau technologique très avancé. Donc si la Chine achète des choses, par exemple, si il y avait à l'époque beaucoup de coopération dans le domaine de la construction de centrales nucléaires. La Chine a importé plusieurs centrales nucléaires de la France et à ce moment-là, il y a une augmentation rapide de l'importation de Chine de la France. Un grand volume. Parce que oui, et c'est la même chose quand la Chine achète massivement des Airbus. Ça fait augmenter le volume commercial et ça fait augmenter l'importation de la France. Mais quelquefois, quand il n'y a pas de grands achats, des grandes affaires, etc.,
le commerce tombe en bas. Il y a souvent des creux comme ça dans l'évolution des relations commerciales entre la Chine et la France. Donc il faut trouver, tandis qu'avec d'autres économies comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie, oui, l'évolution est plus stable parce que, en dépit de ces grandes affaires, il y a toutes sortes de coopérations commerciales à un niveau qui n'est pas très développé. C'est des machines, outils, c'est des produits industriels. Il y a une certaine réciprocité et une implication de la fabrication industrielle entre la Chine, l'Allemagne, la Chine, l'Italie, etc. Donc il faut trouver des domaines de coopération plus approfondis dans le domaine manufacturier, surtout dans le domaine industriel, pour que la France et la Chine voient leur relation commerciale se développer sur une base plus solide. Alors, on va revenir un peu plus tard sur cette question, mais vous avez évoqué un point très intéressant, c'est en fait l'augmentation du volume des échanges. En fait, quand on regarde les médias français, même quand ils parlent de cette visite du président français en Chine, ils parlent encore beaucoup du déficit commercial entre les deux pays. En fait, ils s'inquiètent beaucoup de ce déficit. Est-ce que cela est justifié? Est-ce que la balance commerciale reste-t-elle aujourd'hui encore un critère de mesure fiable pour mesurer la relation économique entre non seulement la Chine et la France, mais en général la relation économique entre deux pays? Certes, on a toujours un déficit commercial aux dépens de la France. Je pense que c'est lié au fait que nos tissus économiques industriels sont complémentaires. Et la France et la Chine ne se trouvent pas dans le même stade de développement économique industriel. Et c'est là aussi la chance pour nous, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine agricole. La France est le premier pays agricole de l'Union européenne. Et qu'on voit que, justement, durant le dernier CAI, le bœuf français revient sur le marché chinois. Et je crois qu'il est à parier que la France... Vous avez parlé de l'exposition internationale. Voilà, qui vient de s'achever ce mois-ci à Shanghai. Et c'est lié aussi au fait que le tissu économique entre la France et la Chine ne sont pas du tout les mêmes. Comme notre ami vient d'indiquer, le commerce entre la Chine et d'autres pays européens sont plus, je dirais, réguliers et stables. Parce que, par exemple, prenons le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a beaucoup de PME-PMI. Donc, ces entreprises allemandes ne dépendent pas beaucoup de la conjoncture économique et géopolitique. Donc, les affaires entre la Chine sont régulières. En revanche, les PME françaises sont peu présentes en Chine. Donc, nos affaires dépendent beaucoup de la géopolitique, de la conjoncture économique. Ce qu'il faut dire il faudrait qu'on mobilise davantage des PME françaises pour qu'elles viennent exporter davantage vers la Chine. Et la CAI justement en est une preuve, comme quoi on a beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer et réduire le déficit de balance commerciale entre nos deux pays. Mais ce qu'on constate souvent, c'est qu'on parle de la balance commerciale sans vraiment analyser le tissu économique ou vraiment sans analyser vraiment la situation économique dans son ensemble. Quel est votre avis? Oui, mais souvent les médias français sont un peu derrière le temps. On a l'impression qu'ils sont encore à un temps avant la mondialisation. Ils souvent analysent la situation commerciale d'après le schéma de l'exportation et de l'importation des produits finis. Alors qu'aujourd'hui, dans le commerce international, entre la France et la Chine, entre la Chine et le reste du monde, finalement, beaucoup d'échanges se sont passés entre des produits intermédiaires. Par exemple, prenons le cas de la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ils accusent d'avoir beaucoup d'excédents commerciaux, mais si on analyse le fond,
à peu près moitié, ou un peu plus de moitié du commerce entre la Chine et les États-Unis est composé de produits intermédiaires. Donc s'il relève le taux d'intérêt, par exemple, contre l'importation chinoise aux États-Unis, mais ça nuit principalement aux entreprises américaines. Parce que quand vous parlez de produits intermédiaires, ça veut dire que les entreprises chinoises vont importer des pièces détachées, par exemple, dans les deux sens. La Chine importe des pièces détachées des États-Unis pour assembler en produits finis. Mais c'est libellé en Made in China, donc ça a été c'est une part, mais d'autre part, la Chine exporte aussi beaucoup de pièces détachées aux États-Unis pour que les entreprises américaines finissent l'assemblage sur le sol américain. Mais c'est donc la guerre de droits de douane est en fait au détriment de tout le monde. Des entreprises chinoises, mais aussi des entreprises américaines. C'est le même cas aussi pour beaucoup d'entreprises chinoises et beaucoup d'entreprises européennes. Parce que, en plus, la situation est d'autant plus compliquée que finalement, beaucoup d'entreprises françaises, allemandes, etc., ont installé une partie de leur production sur le sol chinois. Donc, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est d'une certaine manière nuisible aussi aux entreprises européennes installées en Chine. Est-ce que j'ai compris, c'est que surtout parce que la balance commerciale elle est calculée à partir du pays en fait. Tous les produits produits en Chine sont calculés sur l'excédent commercial chinoise, mais en fait ce sont la production est globalisée. Oui, ce sont des produits qui sont il est difficile de calculer en fait la contribution de chaque pays à un produit industriel fini aujourd'hui. Et par exemple, à ma connaissance, la Chine est largement déficitaire par rapport par exemple au Japon, au Corée du Sud, parce qu'il y a beaucoup d'importations chinoises des pièces détachées de ces pays-là. Donc c'est difficile mais on voit qu'il faut quand même quelque chose pour montrer comment se passe la relation économique entre les deux pays. Par exemple, le média aujourd'hui, pas seulement en France, mais je constate dans beaucoup de pays, il aime bien utiliser le déficit commercial quand il s'agit de la Chine. Donc si on ne fait pas ce calcul à partir de la balance commerciale, quels critères peut-on adopter il faut analyser aussi l'investissement. L'investissement, etc. Il faut voir aussi les profits réalisés par les entreprises européennes en Chine, sur le sol chinois. Et la contribution de ces entreprises au commerce international, non seulement en Chine, aux États-Unis, en Europe, dans le monde, etc., etc. Il faut prendre tous ces éléments en compte pour analyser la situation économique, pour montrer que finalement, le commerce international est probablement l'instrument le plus utile pour promouvoir la croissance mondiale, non seulement la croissance en Europe, en Chine, mais la croissance mondiale. Quand on parle de l'investissement, on voit que jusqu'à fin 2018, il y a 5686 projets d'investissement français en Chine. Donc en fait, le volume des investissements français en Chine est très très élevé par rapport au volume des investissements chinois en France. Donc côté l'investissement, comment analysez-vous la situation? Je pense que, encore une fois, il faut rappeler que nos pays ne sont pas encore sur le même niveau économique. La Chine est toujours un pays en voie de développement. La France est un pays industrialisé. Et je pense que cette tendance va peut-être s'équilibrer, voire s'inverser très prochainement, parce que la Chine est en train de s'industrialiser rapidement. Et que aujourd'hui la Chine crée aussi des emplois en France, la Chine investit aussi en France. Mais dans un court terme, comme on vient de voir que sur le plan commercial, il y a une balance déficitaire au dépend de la Chine. Mais dans l'autre sens, au flux de l'investissement, la balance est tout aussi inverse. C'est-à-dire qu'il y a une balance au dépend de la Chine. Et ça ne se calcule pas. Ça se calcule absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises françaises sont plus nombreuses en Chine. Elles créent plus d'emplois. Les entreprises chinoises, elles sont peu nombreuses. Elles commencent à créer des emplois, notamment dans la high-tech. Je pense que c'est lié aux différents stades
de nos développements économiques respectifs. Et il n'y a pas, à mon avis, il n'y a rien à craindre. C'est le processus normal d'industrialisation d'un pays. Et peut-être dans quelques années, on va s'équilibrer dans les deux sens. C'est vrai que la Chine vient, en fait, à commencer à s'investir à l'étranger il y a très peu de temps par rapport aux pays occidentaux. Et quel est votre avis? Est-ce qu'il a toujours une sorte de peur? Est-ce que la France est toujours partagée entre cette peur des investissements chinois et ou les gens qui encouragent les investissements? Donc il faut faire le calcul. Il faut faire le calcul. Les entreprises françaises commencent à investir en Chine très tôt, à partir des années 80, 1980. Donc ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils investissent en Chine. Donc l'accumulation de l'investissement français en Chine est de loin supérieure à l'investissement chinois en Europe et en France. Et il faut dire que la capacité d'investissement dépend beaucoup de sa force de réserve de devises étrangères. Depuis longtemps, la Chine est un pays qui manquait de devises étrangères. Donc la Chine ne pouvait pas investir à l'étranger. Et la Chine est d'entrée vraiment comme un acteur actif sur la scène internationale avec une force d'investissement important seulement depuis même pas 10 ans. Depuis 5 ou 6 ans, depuis que la Chine avait lancé les initiatives dites routes des ceintures, donc les initiatives chinoises pour le renouvellement des anciennes routes de la soie. C'est à ce moment-là que la Chine commence à investir davantage à l'étranger, y compris en Europe et aux États-Unis. Et ceci a suscité des craintes et des suspicions. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau. Mais par contre, paradoxalement, les pays européens qui ont reçu le plus d'investissements chinois ont bénéficié non seulement de l'investissement de la croissance, mais aussi du marché chinois, de l'élargissement de leur part sur le marché chinois. C'est le cas des entreprises allemandes. L'Allemagne a reçu beaucoup plus d'investissements chinois que d'autres pays européens. Parce que dans le contexte de l'Allemagne, l'Allemagne est une république fédérale, donc les États, les Länder, avaient un peu plus de pouvoir dans l'approbation des projets, etc., des acquisitions, etc. Donc ils ont reçu beaucoup plus d'investissements chinois et du coup, au départ, les Allemands avaient aussi des doutes, des suspicions à l'égard de l'intention des entreprises chinoises. Mais finalement, ils ont réalisé que l'acquisition ou l'achat par des entreprises chinoises des entreprises allemandes ont contribué à l'élargissement de la production. Parce que finalement, ils ont augmenté leur exportation vers le marché chinois. Parce que si les entreprises chinoises viennent chercher des partenaires, chercher à acheter des entreprises européennes, c'est pour, au retour, élargir leur capacité de production, principalement sur le marché chinois. Mais si eux, ils ont vraiment une expérience d'investissement à l'étranger pendant, comme vous l'avez dit, je pense depuis l'époque coloniale déjà, ils s'investissent à l'étranger, les entreprises occidentales. Et pourquoi ils ont cette, comment vous avez dit, cette suspicion sur l'intention de la Chine? Pourquoi ils ont cette idée? Comment elle est? Cela dépend, parce que il y a des moments où le marché européen a été ouvert aux investissements étrangers, américains, etc. Ils ont eu des expériences un peu douloureuses, surtout vis-à-vis des Américains. Quelquefois, les Américains sont venus en Europe acheter des entreprises, restructurer les entreprises et envoyer le fardeau de chômage sur le dos du système de protection sociale, et puis se sont retirés. Et il y a un mauvais souvenir de ce genre d'investissement, mal intentionné dans l'histoire récente en plus. Dans les années 60, 80, 60, 70, 80, il y a eu de temps en temps ce genre d'histoires qui se sont racontées dans la presse française, allemande, etc. Donc aujourd'hui, il est facile de faire l'analogie entre les deux, ce genre de choses. Mais la réalité est que les affaires d'acquisition et de rachat les plus importantes
tels que le rachat de Volvo par Geely, par une entreprise chinoise, a aidé Volvo à reprendre à la vie, à redevenir une entreprise dynamique sur le marché international. D'où cela. Mais l'autre exemple, c'est un fabricant de machines de construction allemand. KUKA. Oui. Mais là aussi, KUKA a été refusé par le Parlement allemand. Parce que sous la pression américaine, etc., etc. Là aussi, parce qu'il ne faut pas regarder seulement les relations sino-européennes. Il faut aussi regarder les relations triangulaires. Non, triangulaires entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Parce que quelquefois, même une bonne affaire pour les Européens et les Chinois peuvent être complètement sapotées par la pression américaine. C'est arrivé plus qu'une fois. Il y a des enjeux géopolitiques très importants. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc la dernière question, je pense, pour vous deux, c'est de voir, parce qu'on a énuméré beaucoup de facteurs de coopération, donc dans le futur, quelles sont selon vous les perspectives de développement des domaines qui peuvent être, avoir des potentiels pour la relation entre la Chine et la France? Moi, je pense d'abord au tourisme et à l'hôtellerie. Sachant que la France est la première destination touristique du monde. Les touristes internationaux qui ont visité la France dépassent la population française, et cela de loin. Et la France a beaucoup à nous offrir sur le domaine touristique et de l'hôtellerie. Et parlons de tourisme, je pense aussi à l'acquisition de Club Med par une entreprise chinoise, Fosun, que j'ai étudiée. C'est une belle opération parce que Club Med a été privatisé grâce aux efforts d'une entreprise chinoise. Et peut-être le second domaine auquel on peut penser, c'est l'enseignement supérieur. Le système éducatif français est élitiste et assez remarquable en termes de formation des grands scientifiques. Voilà. Mais je pense, en dehors de ce qui a été mentionné, le domaine manufacturier, économie, l'emploi, sport, etc. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus le tourisme et l'enseignement supérieur et peut-être le domaine culturel. La France est un grand pays culturel et historique et je pense aux arts, au design. Voilà les trois domaines auxquels je pense en premier. Alors, dans le domaine économique, quels sont les potentiels à exploiter? Je pense qu'il y a encore beaucoup à exploiter. Surtout, la France et la Chine ont des intérêts communs ou des positions similaires à l'écart de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Le climat aussi. Ou le changement climatique, la reconstruction du système monétaire international, aussi la reconstruction d'un ordre économique international, y compris la reconstruction du cadre du commerce international, la réforme de l'OMC, etc., etc. Dans tous ces domaines, il y a beaucoup d'intérêts convergents et des positions similaires. Alors je vous remercie à tous les deux, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.